Je m'appelle Amine, j'ai 29 ans et je viens du Maroc. À Casablanca, j'étais serveur dans un petit café, mais j'avais un rêve plus grand. Vivre en France, trouver un bon boulot, construire une vie stable. En 2022, j'ai tout lâché pour venir à Roubaix. Pourquoi Roubaix? Parce qu'un cousin m'avait dit qu'il y avait du travail dans le textile et que la vie était moins chère qu'à Paris. J'ai pris un vol low cost, mon sac à dos et tout l'espoir que je pouvais porter dans mon cœur. Mais dès que j'ai posé les pieds ici, j'ai senti que ce ne serait pas si simple. Les premiers jours, j'étais émerveillé. Les rues de Roubaix, avec leurs vieilles maisons en briques rouges et les marchés pleins de vie, me donnaient l'impression d'être dans un film. L'odeur des gaufres chaudes flottait dans l'air près de la Grand Place, et je me disais « Amine, tu vas y arriver ». J'avais un CV prêt, avec mes années d'expérience comme serveur et quelques cours d'informatique que j'avais suivis au Maroc. J'étais motivé. J'envoyais des candidatures partout, restaurants, cafés, supermarchés, même des usines. Je voulais juste un début, n'importe quoi pour mettre un pied dans la porte. Mais les réponses ne venaient pas. Ou plutôt, quand elles venaient, c'était toujours la même chose. On a trouvé quelqu'un d'autre ou on vous rappellera. Au début, je pensais que c'était normal, que le marché était dur pour tout le monde, mais un jour, quelque chose m'a frappé. J'étais dans un café à Roubaix, un endroit chic avec des tables en bois verni et des serveurs en chemise blanche. J'avais postulé là-bas une semaine avant. Mon CV était solide. J'avais même ajouté une lettre de motivation en français impeccable. J'avais passé des heures à la relire pour éviter la moindre faute. Pourtant, pas de nouvelles. Ce jour-là, je suis entré pour prendre un café et voir l'ambiance. Le patron, un homme d'une 50aine d'années avec une moustache bien taillée, m'a regardé de haut en bas. J'ai souri, je lui ai tendu la main et je me suis présenté. « Bonjour, je m'appelle Amine. J'ai postulé pour le poste de serveur. » Il a à peine serré ma main et son sourire s'est crispé. « Ah, oui, Amine, c'est ça. On a déjà rempli le poste. » Mais en regardant autour de moi, j'ai vu qu'il cherchait encore. Une affiche « Recrutons serveur » était toujours collée sur la vitrine. Mon ventre s'est noué, j'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, un mélange de honte et de colère. J'ai compris, sans qu'il ait besoin de le dire, c'était à cause de mon nom. Amine El Mansouri. Trop arabe pour lui. Je suis sorti du café, les poings serrés. Dehors, il pleuvait, une pluie fine qui trempait mes baskets. Je me suis assis sur un banc, sous un arrêt de bus, et j'ai fixé le sol. J'avais envie de crier, de rentrer dans ce café et de demander pourquoi. Pourquoi mon nom était un problème? Pourquoi mes années de travail acharné au Maroc ne comptaient pas? Mais je suis resté là, silencieux, à écouter la pluie taper sur l'abri en plastique au-dessus de moi. J'ai repensé à ma mère, à Casablanca, qui m'avait dit « Amine, sois fort, la France, c'est une terre d'opportunités. » À ce moment-là, ça ressemblait plus à une terre de portes fermées. Les semaines ont passé, et c'était toujours la même chose. Je trouvais des petits boulots, des trucs au noir, comme laver des assiettes dans un resto kebab ou distribuer des flyers dans le froid. Mais dès que je postulais pour un vrai job, avec un contrat, c'était le silence. Un jour, un recruteur m'a même dit au téléphone « Amine, hein? Vous êtes sûr que vous parlez bien français? » J'ai failli raccrocher. J'ai grandi en parlant français, j'ai étudié Molière à l'école, et ce type me posait cette question comme si j'étais un étranger total. J'ai répondu calmement, mais à l'intérieur, j'étais en rage. Chaque rejet, chaque regard en coin, chaque commentaire, c'était comme un coup de couteau. Pas assez fort pour me tuer, mais assez pour me faire saigner, petit à petit. Un soir, je suis rentré dans mon petit studio à Roubaix. Ça sentait l'humidité et le radiateur marchait à peine. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé mes emails. Encore un refus. Cette fois, c'était pour un poste de caissier dans une supérette. Candidature non retenue. J'ai fixé l'écran et pour la première fois, j'ai senti les larmes monter. Pas juste à cause du refus, mais à cause de tout. De l'espoir que j'avais en arrivant, de l'argent que j'avais dépensé pour venir, des promesses que j'avais faites à ma famille.
Je me suis dit, est-ce que j'ai fait une erreur en venant ici? Mais ce soir-là, quelque chose a changé en moi. J'ai pris mon carnet, celui où je notais mes idées, et j'ai écrit « Amine, tu ne vas pas abandonner. Ils veulent te mettre à terre, mais tu vas te relever. » J'ai repensé à un client, un vieux monsieur algérien, qui m'avait dit au kebab « Mon garçon, ici, ils te fermeront des portes, mais il y en a toujours une qui s'ouvrira si tu frappes assez fort. » Ces mots tournaient dans ma tête. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais trouver un moyen de renverser la situation. Si vous avez déjà vécu ça, si un nom, un accent ou une origine vous a bloqué, partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite parce que je vais vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en quelque chose de plus grand. Après cette soirée où j'ai touché le fond, je me suis promis de ne plus me laisser abattre. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. À Roubaix, les jours se suivaient et se ressemblaient. Je me levais tôt, enfilais mon vieux blouson et je partais à la chasse aux opportunités. L'odeur du café instantané que je préparais dans ma petite cuisine me donnait un peu de courage, mais à chaque porte fermée, ce courage s'effritait. Je commençais à connaître les rues par cœur. Les pavés usés de l'avenue Jean-Lebas, le bruit des trams qui passaient, les affiches déchirées sur les murs des immeubles. Tout ça devenait ma routine, mais pas celle que j'avais imaginée en quittant le Maroc. Un jour, j'ai décroché un entretien pour un boulot de magasinier dans une petite entreprise de logistique pas loin du canal de Roubaix. J'étais excité. C'était un poste simple mais stable avec un contrat. J'ai mis ma meilleure chemise, celle que ma sœur m'avait offerte avant mon départ, et j'ai répété mes réponses devant le miroir. « Amine, tu vas leur montrer ce que tu vaux », je me disais. En arrivant, l'entrepôt sentait l'huile de moteur et le carton. Le responsable, un type nommé Thierry, m'a accueilli avec un regard froid. Il a jeté un œil à mon CV et j'ai vu ses sourcils se froncer quand il a lu mon nom. « Amine El Mansouri, d'où vous venez déjà ?» J'ai répondu calmement. « Du Maroc, mais je vis ici depuis 1 an. » Il a hoché la tête, mais son ton a changé. « On cherche quelqu'un de fiable, vous savez ?» J'ai senti mon estomac se serrer. « Fiable ?» J'avais travaillé sans arrêt depuis mes 18 ans, mais pour lui, mon nom semblait dire autre chose. L'entretien a duré 10 minutes. 10 minutes où il m'a posé des questions bizarres, comme si j'allais voler des colis ou disparaître du jour au lendemain. À la fin, il m'a dit « On vous contactera ». Mais son ton était clair. Je n'avais aucune chance. En rentrant chez moi, j'ai repensé à son regard, à ce mot « fiable », qui tournait dans ma tête comme une insulte. J'avais envie de lui prouver qu'il avait tort, mais comment? J'avais l'impression de courir dans un labyrinthe sans sortie. Quelques jours plus tard, un autre coup dur. Mon propriétaire, un Français d'une 60aine d'années nommé Monsieur Dubois, m'a appelé. Il voulait augmenter le loyer de mon studio. « C'est la règle, Amine. Les charges augmentent. Tu comprends? » Mais je savais que c'était faux. Un voisin, un jeune Français nommé Lucas, payait moins pour un appart 2 fois plus grand dans le même immeuble. J'ai essayé de discuter, mais Dubois m'a coupé. « Si t'es pas content, tu peux partir. Il y a plein de gens qui veulent cet appart. » Sa voix était sèche et j'ai senti cette vieille colère remonter. Je n'avais pas les moyens de déménager et il le savait. J'ai payé, mais chaque euro que je lui donnais me brûlait les doigts. C'est là que j'ai commencé à remarquer autre chose. Dans le quartier, les regards n'étaient pas tous les mêmes. Au marché, une vendeuse m'a déjà servi en dernier, même si j'étais le premier dans la file. Dans le bus, une vieille dame a serré son sac contre elle quand je me suis assis à côté. Ce n'étaient pas des insultes directes, mais ces petits gestes, ces silences, ils pesaient lourd. J'avais l'impression d'être un étranger partout, même dans les endroits où je passais tous les jours. Je me demandais, est-ce que c'est moi qui imagine tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment à cause de qui je suis? Mais il y avait des lueurs d'espoir. Un jour, au kebab, où je faisais des extras,
J'ai rencontré Samir, un Algérien qui vivait à Roubaix depuis 10 ans. Il m'a écouté raconter mes galères et il m'a dit « Amine, ici, c'est dur, mais il y a des moyens de s'en sortir. Faut être malin. » Il m'a parlé d'un centre associatif qui aidait les immigrés à trouver du travail, à rédiger des CV et même à se défendre contre les discriminations. J'ai noté l'adresse, mais j'étais sceptique. J'avais déjà essayé tellement de choses. Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Ce soir-là, en rentrant, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit « Je ne vais pas laisser Thierry, Dubois ou qui que ce soit me définir. Je vais trouver ma place. » J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Roubaix scintillaient dans la nuit. J'avais peur, mais aussi une petite flamme en moi qui refusait de s'éteindre. Je ne savais pas encore comment, mais je sentais que quelque chose allait changer. Le lendemain de ma discussion avec Samir, je me suis réveillé avec une énergie différente. L'odeur du thé à la menthe que je faisais chauffer dans ma petite casserole me rappelait la maison et ça me donnait de la force. J'ai pris l'adresse du centre associatif qu'il m'avait donné, un endroit appelé Ensemble Roubaix, et j'ai décidé d'y aller. En marchant dans les rues, avec le bruit des scooters et les cris des gamins qui jouaient près du parc Barbieux, je me sentais un peu plus léger. Peut-être que c'était ma chance, un moyen de sortir de ce cercle infernal de refus et de regards méfiants. Le centre était dans un vieux bâtiment, avec une façade en briques un peu abîmée. À l'intérieur, ça sentait le papier et le café. Une femme, Aïcha, m'a accueilli. Elle avait un sourire chaleureux, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti jugé. Je lui ai raconté mon histoire, les candidatures sans réponse, l'entretien avec Thierry, les remarques de mon proprio, Dubois. Elle a hoché la tête, comme si elle avait déjà entendu ça 1000 fois. « Amine, tu n'es pas seul, beaucoup passent par là. On va t'aider. » Elle m'a inscrit à un atelier pour améliorer mon CV et m'a donné des contacts pour des petits jobs. Mais surtout, elle m'a parlé d'une association qui luttait contre les discriminations. Si tu penses qu'on t'a refusé un boulot à cause de ton nom, il y a des moyens de se battre, elle m'a dit. Je suis rentré chez moi avec un mélange d'espoir et de doute. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que je pouvais vraiment prouver que Thierry ou n'importe qui d'autre m'avait rejeté à cause de mon nom? J'ai passé la soirée à réfléchir, en mâchant un bout de pain que j'avais acheté au marché. Le goût un peu rance me rappelait que je devais faire attention à chaque centime. Mais les mots d'Aïcha tournaient dans ma tête. « Tu n'es pas seul. » Ça me faisait du bien, même si je ne savais pas encore quoi faire. Quelques jours plus tard, j'ai eu une autre claque. J'avais trouvé un boulot temporaire, livreur pour une appli de repas. C'était épuisant, pédaler sous la pluie de Roubaix avec mon vieux vélo, mais au moins, ça payait. Un soir, je livrais une commande dans un quartier plus chic, près de la mairie. Le client, un homme d'une quarantaine d'années, m'a ouvert la porte. Il portait un costard impeccable et il m'a regardé comme si j'étais une tache sur son tapis. « T'es en retard », il m'a dit, alors que j'étais pile à l'heure. J'ai souri, j'ai tendu la commande et il a marmonné « Vous, les livreurs, toujours les mêmes ». Il a claqué la porte sans me laisser le temps de répondre. J'ai senti la colère monter, mais j'ai ravalé. J'avais besoin de ce boulot. En rentrant, j'ai croisé un voisin, un gars nommé Paul, qui habitait au bout du couloir. D'habitude, il m'ignorait, mais ce soir-là, il m'a arrêté. « Hé, Amine, t'as vu l'état de l'escalier? C'est sale, faut faire attention. » J'ai froncé les sourcils. L'escalier était comme d'habitude, un peu usé, mais pas pire. « Pourquoi tu me dis ça ?» j'ai demandé. Il a haussé les épaules. « Bah, c'est toi qui passes tout le temps avec tes sacs de livraison, non ?» J'ai compris qu'il insinuait que c'était ma faute, comme si j'étais le seul à salir l'immeuble. J'ai serré les dents et je suis monté chez moi. Une fois seul, j'ai tapé du poing sur la table. Pourquoi tout le monde semblait me pointer du doigt? Mon nom, mon accent, ma façon de vivre, tout semblait être une excuse pour me mettre à l'écart. Mais ce n'était pas fini. Le lendemain, j'ai reçu un message de l'appli de livraison. Un client, probablement le type en costard, s'était plaint, disant que j'avais été impoli. Impoli? Moi qui avais souri et dit « Bonne soirée »,
malgré son regard. À cause de cette plainte, l'appli m'a suspendu pour une semaine. Pas de salaire, pas d'explication. J'étais furieux, mais surtout perdu. J'avais l'impression que chaque pas en avant me ramenait 2 pas en arrière. Je me suis assis sur mon lit, fixant le mur écaillé de mon studio. Dehors, j'entendais le bruit des voitures et les rires des gens qui rentraient chez eux. Et moi, j'étais là, à me demander si j'avais ma place ici. Pourtant, quelque chose en moi refusait de lâcher. J'ai repensé à ce que Samir m'avait dit. « Sois malin ». J'ai repris mon carnet et j'ai commencé à écrire tout ce qui m'arrivait. Les refus, les remarques, les injustices. Peut-être que si je mettais tout ça sur papier, je pourrais trouver un moyen de m'en servir. Je ne savais pas encore comment, mais je sentais que ces expériences, aussi dures soient-elles, allaient me mener quelque part. La semaine de suspension de l'appli de livraison m'a mis à terre. Sans ce boulot, même temporaire, je n'avais plus rien pour payer le loyer ou même acheter à manger. Je me suis retrouvé à compter chaque pièce dans mon portefeuille, assis à ma petite table bancale, avec l'odeur de moisi du studio qui me collait au nez. Dehors, Roubaix continuait de vivre. Le bruit des klaxons, les odeurs de frites des baraques près de la gare, les gens qui passaient sans savoir que j'étais en train de me battre pour ne pas couler. J'ai pensé à appeler ma famille au Maroc, mais je ne pouvais pas. Leur dire que j'étais au bord du gouffre? Hors de question. J'avais trop de fierté et eux, trop d'espoir en moi. Je suis retourné au centre associatif Ensemble Roubaix. Aïcha était là, toujours avec son sourire qui donnait l'impression que tout était possible. Je lui ai raconté pour la suspension, pour le client qui m'avait accusé à tort. Elle a secoué la tête. Amine, c'est classique. Il cherche n'importe quelle excuse pour nous mettre de côté. Mais on va trouver une solution. Elle m'a proposé de rejoindre un groupe de discussion, un endroit où des immigrés comme moi partageaient leurs histoires. J'étais hésitant. Parler de mes galères devant des inconnus, ça me faisait peur. Mais j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas sombrer. Le groupe se réunissait dans une salle au fond du centre. Ça sentait la peinture fraîche et le thé qu'une dame tunisienne avait apporté dans un thermos. Il y avait une dizaine de personnes. Des Marocains, des Sénégalais, un Syrien, même un Haïtien. Chacun racontait ses galères. Et pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas seul. Un gars, Moussa, a parlé de comment il avait été viré d'un chantier parce qu'un collègue français avait menti sur son travail. Une femme, Fatou, a raconté comment une voisine l'avait dénoncé à la mairie pour bruit excessif, juste parce qu'elle écoutait de la musique africaine. Chaque histoire était comme un écho de la mienne. J'ai pris la parole, un peu tremblant. J'ai raconté l'histoire de Thierry, du client en costard, de Paul, mon voisin. Quand j'ai fini, Moussa m'a tapé sur l'épaule. « T'es pas tout seul, frère. On va s'en sortir. » Ce groupe m'a donné une idée. Pendant une pause, j'ai parlé à Aïcha d'un projet qui me trottait dans la tête. Depuis que j'écrivais mes galères dans mon carnet, je me disais que je pouvais peut-être en faire quelque chose de plus grand. Et si je racontais tout ça en ligne? J'ai demandé. Sur YouTube ou même sur Instagram, mes histoires, celles des autres, pour montrer ce qu'on vit. Aïcha a souri. C'est une bonne idée, Amine, mais il faut que tu sois prêt. Les gens peuvent être durs en ligne. Je savais qu'elle avait raison, mais je sentais que c'était une porte qui pouvait s'ouvrir. Le lendemain, j'ai eu un autre problème. En allant chercher un colis à la poste, l'employé, une femme d'une trentaine d'années avec un chignon serré, m'a regardé bizarrement quand j'ai donné mon nom. « El Mansouri, vous avez une pièce d'identité ?» J'ai sorti ma carte, mais elle l'a examinée comme si c'était un faux. « C'est juste une vérification », elle a dit. Mais son ton était sec. Les gens derrière moi dans la file commençaient à s'impatienter et j'ai entendu un mec marmonner « Toujours les mêmes qui ralentissent tout. » J'ai pris mon colis, le cœur lourd, et je suis sorti. Dehors, le vent froid de Roubaix me piquait le visage. J'avais envie de hurler, mais je me suis retenu. Encore une fois. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire un script. Pas juste mes notes, mais une vraie vidéo. Je voulais raconter ce que je vivais, mais aussi ce que Moussa, Fatou et les autres vivaient.
Je voulais parler des regards, des portes fermées, des petites humiliations qui s'accumulent. J'ai passé des heures à écrire, à réécrire, à chercher les mots justes. Je ne savais pas encore comment filmer ni comment monter une vidéo, mais j'avais une envie qui brûlait en moi. Si personne ne voulait m'écouter ici, peut-être que sur Internet, quelqu'un entendrait. Mais il y avait un hic. Mon vieux téléphone n'avait pas une bonne caméra, et je n'avais pas d'argent pour en acheter un autre. Et puis, il y avait cette peur. Et si personne ne regardait? Et si les gens se moquaient? Je me suis couché ce soir-là, fixant le plafond, écoutant le bruit des gouttes d'eau qui fuyaient du robinet. J'étais à un carrefour. Soit je continuais à me taire et à encaisser, soit je prenais un risque. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré « Amine, c'est maintenant ou jamais ». Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une boule dans l'estomac, mais aussi une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. L'odeur du pain grillé que j'avais fait chauffer sur mon vieux réchaud flottait dans le studio, et pour une fois, elle me donnait envie de me battre. J'avais décidé de me lancer avec cette idée de vidéo. Si je ne pouvais pas changer la façon dont les gens me regardèrent dans la rue, peut-être que je pouvais changer quelque chose en racontant mon histoire. Mais avant de filmer, il fallait que je m'organise. Mon téléphone était à bout de souffle, et je n'avais pas de quoi acheter du matériel. Alors, j'ai décidé de retourner voir Aïcha au centre Ensemble Roubaix. En marchant vers le centre, les rues de Roubaix semblaient différentes. Les graffitis colorés sur les murs de la rue de Lannoy, le bruit des vélos qui passaient, tout ça me rappelait que cette ville, malgré ses coups durs, avait aussi une vie qui pulsait. Au centre, Aïcha m'a écouté parler de mon projet. Une vidéo, hein? C'est courageux, Amine. On a un petit coin ici avec un ordinateur et une caméra qu'on prête aux jeunes pour des projets. Tu veux essayer? J'ai failli sauter de joie. Une caméra, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais avant de commencer, j'ai eu une autre épreuve. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. C'était de Monsieur Dubois, mon proprio. Il écrivait que j'avais enfreint les règles de l'immeuble en laissant des sacs poubelles dans le couloir. Sauf que ce n'était pas moi. J'avais toujours fait attention, justement pour éviter ce genre de problème. J'ai repensé à Paul, le voisin, et à ses remarques sur l'escalier. C'était lui. J'en étais sûr. Il cherchait à me faire dégager. J'ai senti la colère monter, mais aussi une fatigue profonde. Combien de fois je devrais me défendre pour des choses que je n'avais pas faites? J'ai pris la lettre, je l'ai pliée et je l'ai rangée dans mon carnet. Ça aussi, je vais en parler, je me suis dit. Ce soir-là, j'ai emprunté la caméra du centre. C'était une petite caméra d'occasion un peu lourde, mais elle marchait. J'ai installé un drap blanc derrière moi pour faire un fond propre et j'ai allumé une lampe de bureau que j'avais trouvée au marché aux puces. J'ai commencé à filmer. Au début, c'était bizarre. Parler à une caméra, tout seul dans mon studio, avec le bruit des voisins qui regardèrent la télé à côté, c'était intimidant. J'ai bafouillé, je me suis arrêté 10 fois, mais à chaque essai, je me sentais un peu plus à l'aise. J'ai raconté mon arrivée à Roubaix, les refus à cause de mon nom, le client en costard, la lettre de Dubois. J'ai parlé avec mon cœur, comme si je racontais tout ça à un ami. Quand j'ai revu la vidéo, j'ai eu un choc. Ma voix tremblait parfois, mais elle était vraie. On voyait la fatigue dans mes yeux, mais aussi une lueur d'espoir. J'ai passé la nuit à apprendre à monter la vidéo sur un logiciel gratuit que Moussa m'avait conseillé. Ce n'était pas parfait, mais c'était moi. J'ai intitulé la vidéo « Mon nom m'a coûté un emploi ». Simple, direct. J'ai hésité avant de cliquer sur « Publier » sur YouTube. Et si personne ne regardait? Et si on se moquait de moi? Mais j'ai pris une grande inspiration et j'ai appuyé. Le lendemain, j'ai vérifié mon téléphone toutes les 5 minutes. Quelques vues, puis 10, puis 50. Des commentaires ont commencé à arriver. « Force à toi, Amine. J'ai vécu la même chose à Marseille. Continue, frère. » Mon cœur battait à 100 à l'heure. Des gens que je ne connaissais pas me parlaient, me comprenaient. Mais il y avait aussi des commentaires durs. « Rentre chez toi si t'es pas content. »
Arrête de te plaindre. Ça faisait mal, mais je m'y attendais. Ce qui comptait, c'était que ma voix était là, dehors, et que certains l'entendaient. Mais les problèmes n'étaient pas finis. Quelques jours plus tard, Paul, le voisin, m'a croisé dans l'escalier. Il avait un sourire en coin. « Alors, t'es une star de YouTube maintenant ?» J'ai froncé les sourcils. Comment il savait? T'as parlé de l'immeuble dans ta vidéo, hein? Fais gaffe, Dubois aime pas qu'on parle de lui. Son ton était menaçant. Et j'ai compris que ma vidéo avait peut-être touché un nerf. J'ai senti un frisson dans le dos. Est-ce que j'avais fait une erreur en parlant si ouvertement? Est-ce que Dubois allait me mettre dehors? J'ai remonté l'escalier, le cœur lourd, mais avec une certitude, je n'allais pas me taire. Les jours qui ont suivi la publication de ma vidéo, j'étais sur les nerfs. Chaque notification sur mon téléphone faisait bondir mon cœur. L'odeur du thé à la menthe que je préparais tous les matins ne suffisait plus à me calmer. Ma vidéo avait maintenant des centaines de vues et les commentaires continuaient d'arriver. Certains étaient incroyables. Des gens qui partageaient leurs propres histoires, des mots d'encouragement, des « force à toi » qui me donnaient envie de continuer. Mais d'autres étaient comme des coups de poing. « T'es qu'un pleurnichard. Si t'aimes pas la France, retourne au Maroc. » Je lisais tout, même si ça me faisait mal. Pourtant, chaque commentaire, bon ou mauvais, me prouvait une chose. Ma voix comptait. Mais dans l'immeuble, l'ambiance devenait lourde. Paul, mon voisin, me lançait des regards noirs chaque fois qu'on se croisait dans l'escalier. Une fois, je l'ai entendu parler fort au téléphone près de ma porte. « Ouais, ce mec fait des vidéos pour se plaindre. Dubois va pas aimer. » J'ai senti une boule dans ma gorge. Dubois, le proprio, n'était pas du genre à laisser passer quoi que ce soit. Le lendemain, j'ai trouvé un mot sous ma porte. « Amine, passez me voir. Urgent. Signé Dubois. » Mon cœur s'est mis à cogner. Est-ce qu'il allait m'expulser? J'ai repensé à tout ce que j'avais dit dans la vidéo. Les refus d'emploi, les remarques, et oui, j'avais mentionné l'histoire des poubelles et ses accusations injustes. Peut-être que j'étais allé trop loin. Je suis allé voir Dubois dans son bureau, un petit local près de l'immeuble qui sentait la cigarette froide et le papier poussiéreux. Il était assis derrière un bureau, avec ses lunettes sur le bout du nez. « Amine, c'est quoi cette histoire de vidéo ?» Il a demandé sans même me regarder. J'ai essayé de rester calme. « Je raconte juste ma vie, monsieur Dubois, ce que je vis ici, à Roubaix. » Il a levé les yeux et son regard était dur. « Tu parles de moi, de l'immeuble, ça nuit à ma réputation. Si tu continues, je vais devoir prendre des mesures. » J'ai senti la panique monter. Des mesures? Ça voulait dire quoi? Me virer? J'ai balbutié une réponse, disant que je ne voulais pas causer de problème, mais il m'a coupé. Fais attention, c'est tout. Je suis sorti, les jambes tremblantes, le bruit de la rue me semblait loin, comme si j'étais sous l'eau. En rentrant, j'ai appelé Samir, le gars du kebab. Je lui ai tout raconté. La vidéo, les commentaires, la menace de Dubois. Il a rigolé doucement. « Amine, t'as touché un point sensible. Continue, mais sois malin. T'as une voix maintenant. Utilise-la bien. » Ces mots m'ont redonné un peu de courage. Mais la peur était toujours là. Et si Dubois me mettait dehors, où j'irais? Je n'avais pas les moyens de déménager, encore moins de payer un avocat si ça tournait mal. Mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Au centre associatif, Aïcha m'a appelé. « Amine, ta vidéo circule. Un journaliste local veut te rencontrer. Il bosse pour un site qui parle des banlieues. » J'ai cru que je rêvais. Un journaliste? Pour moi? J'ai accepté, même si j'avais la trouille. On s'est donné rendez-vous dans un café près de la Grand Place. L'endroit sentait le café fraîchement moulu et les croissants chauds, mais j'étais trop nerveux pour commander quoi que ce soit. Le journaliste, un jeune nommé Julien, était sympa. Il m'a posé des questions sur ma vie, sur les refus d'emploi, sur ce que j'avais vécu. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'on m'écoutait vraiment.
Julien m'a dit qu'il voulait écrire un article sur les discriminations à l'embauche, en s'appuyant sur mon histoire. T'es pas tout seul, Amine. Ton histoire, c'est celle de milliers de gens. Il m'a aussi parlé d'une association qui aidait à porter plainte contre les discriminations, avec des avocats bénévoles. J'ai noté tout ça, mais j'étais partagé. D'un côté, j'avais envie de me battre, de montrer à Thierry, à Dubois, à tous ceux qui m'avaient rabaissé que je valais quelque chose. De l'autre, j'avais peur des conséquences. Et si ça empirait tout? Et si je perdais mon appart, mon peu de stabilité? Ce soir-là, je suis rentré chez moi, épuisé. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Amine, t'as une chance, ne la laisse pas passer. » Dehors, les lumières de Roubaix brillaient sous la pluie. J'étais à un tournant. J'avais une voix, mais allais-je oser l'utiliser jusqu'au bout? J'ai fixé mon téléphone, où les vues de ma vidéo continuaient de grimper. Quelque chose de grand se préparait, je le sentais. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Julien, le journaliste, j'étais comme sur un fil. D'un côté, j'étais excité. Ma vidéo gagnait des vues, et maintenant, un article allait peut-être raconter mon histoire. De l'autre, j'avais peur. Le mot de Dubois, avec ses mesures, tournait dans ma tête. Chaque fois que je passais devant sa porte, j'entendais presque son stylo gratter un avis d'expulsion. Le bruit des trams dehors, le parfum des châtaignes grillées qui montaient de la rue, tout ça ne suffisait pas à me calmer. Je sentais que quelque chose de gros arrivait, mais je ne savais pas si ça allait me porter ou me briser. Au centre associatif, Aïcha m'a présenté à une avocate bénévole, Claire. Elle était directe, avec une voix qui inspirait confiance. Je lui ai tout raconté. Les refus d'emploi, l'entretien avec Thierry, les accusations de Dubois, la plainte injuste de l'appli de livraison. Elle a pris des notes, son stylo glissant sur le papier avec un bruit qui me donnait l'impression que mes mots avaient enfin du poids. Amine, ce que tu décris, c'est de la discrimination. On peut agir, mais il faut des preuves. Ta vidéo, c'est un bon début, mais il nous faut plus. Elle m'a conseillé de noter chaque détail, chaque interaction, et même de garder des captures d'écran des emails de refus. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, j'étais perdu. Des preuves? Comment prouver que quelqu'un vous rejette à cause de votre nom? En rentrant, j'ai eu une nouvelle surprise. Ma vidéo avait dépassé les 10 000 vues. Mon téléphone vibrait sans arrêt avec des notifications. Des gens partageaient leurs propres histoires dans les commentaires. Un Ivoirien qui avait été refusé dans un magasin à Lille, une Marocaine qui avait entendu des insultes dans le métro. Chaque message me touchait, mais il y avait aussi des haters. Tu joues la victime, t'inventes tout pour les vues. Ça me faisait mal, mais je commençais à comprendre. En parlant, je dérangeais. Et si je dérangeais, c'est que je touchais quelque chose d'important. Mais les ennuis continuaient. Un soir, en rentrant du centre, j'ai trouvé Paul, le voisin, en train de parler avec un autre locataire dans la cour. Quand ils m'ont vu, ils se sont tus. Paul m'a lancé un regard, un mélange de mépris et de défi. Alors, la star, t'as encore des trucs à raconter? J'ai senti la colère monter, mais j'ai juste haussé les épaules et je suis monté. En ouvrant ma porte, j'ai trouvé une autre lettre de Dubois. Cette fois, c'était un ultimatum. Cessez de diffamer l'immeuble dans vos vidéos ou je résilie votre bail. Mon cœur s'est arrêté. Diffamer? Je n'avais fait que dire la vérité. J'ai relu la lettre 10 fois, assis sur mon lit, avec le bruit d'une télé qui hurlait chez le voisin. J'avais envie de tout casser, mais je me suis forcé à respirer. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon appart. J'ai appelé Aïcha le lendemain. Elle m'a dit de ne pas répondre à Dubois tout de suite et de venir avec la lettre au centre. Claire, l'avocate, l'a lue et a secoué la tête. C'est une intimidation. Il n'a pas le droit de te menacer comme ça. On va lui répondre, calmement, mais fermement. Elle m'a aidé à rédiger une lettre expliquant que je n'avais rien fait d'illégal, que je racontais juste ma vie. Envoyer cette lettre, c'était comme sauter dans le vide. J'avais peur, mais je l'ai fait. Pendant ce temps, l'article de Julien est sorti. Il s'appelait « Roubaix, quand un nom ferme les portes ». Mon histoire était là, avec des bouts de ma vidéo citée.
Il parlait aussi d'autres immigrés qui vivaient la même chose. En le lisant, j'ai senti des frissons. C'était réel. Les gens partagèrent l'article sur Internet et ma vidéo a encore gagné des vues. Mais avec cette visibilité, les tensions montaient. Un matin, en allant au marché, j'ai entendu quelqu'un crier derrière moi « Hey, c'est toi le mec de YouTube? Rentre chez toi !» Je me suis retourné, mais la personne était déjà loin. Mon cœur battait fort. J'avais voulu me faire entendre, mais maintenant, je me demandais si je n'avais pas ouvert une boîte qu'il valait mieux laisser fermer. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit « Amine, t'es allé trop loin pour reculer. » Dehors, les rues de Roubaix étaient calmes, mais dans ma tête, c'était la tempête. J'avais une avocate, un article, des milliers de vues. Mais j'avais aussi Dubois, Paul et des inconnus qui me détestaient. J'étais au bord d'un précipice et je sentais que la prochaine étape allait tout changer. Les jours après l'article de Julien, tout s'est accéléré. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des notifications, des messages, des commentaires sur ma vidéo. Elle avait dépassé les 50 000 vues, un chiffre que je n'aurais jamais imaginé. L'odeur du café que je faisais chauffer le matin, mêlée à celle des pains au lait du boulanger en bas, me donnait un peu de réconfort. Mais j'étais sur le qui-vive. Chaque pas dans les rues de Roubaix, entre les pavés mouillés et les klaxons des scooters, me semblait risqué. Je sentais les regards, certains curieux, d'autres hostiles. J'avais voulu me faire entendre, mais maintenant, j'avais l'impression d'être sous un projecteur. La lettre qu'on avait envoyée à Dubois avec Claire, l'avocate, avait calmé les choses, du moins pour un moment. Il n'avait pas répondu, mais il n'avait pas non plus envoyé d'avis d'expulsion. Pourtant, Paul, le voisin, continuait de me chercher. Un soir, en rentrant, je l'ai trouvé dans l'escalier, en train de coller une affiche. « Respecter la propreté de l'immeuble ». Il m'a vu et a ricané. « Ça te concerne, Amine, fais gaffe ». J'ai senti la colère bouillir, mais je me suis retenu. J'ai juste dit « Paul, si t'as un problème, dis-le en face ». Il a haussé les épaules et est parti. Ce moment m'a marqué. J'en avais marre de baisser la tête. Au centre associatif, les choses prenaient une autre tournure. Aïcha m'a appelé un matin excité. « Amine, une chaîne de télé locale veut te rencontrer. Ils ont vu ton histoire et l'article de Julien. » J'ai cru que mes jambes allaient lâcher. La télé? Moi, Amine, le gars qui lavait des assiettes dans un kebab? On m'a donné rendez-vous dans un studio à Lille, à une demi-heure de Roubaix. En arrivant, l'odeur de plastique neuf et de café brûlé dans le studio m'a donné le vertige. Une journaliste, Sophie, m'a accueilli. Elle était directe, mais gentille. « Amine, ton histoire touche les gens. On veut que tu la racontes à l'antenne. » J'ai passé l'heure suivante à parler comme je l'avais fait dans ma vidéo, mais cette fois devant une caméra professionnelle. J'ai raconté les refus d'emploi, le regard de Thierry, les accusations de Dubois, les commentaires dans la rue. J'ai parlé des petites humiliations, celles qui vous suivent comme une ombre. Sophie écoutait, posait des questions, et pour la première fois, je me suis senti vraiment écouté. À la fin, elle m'a dit « Ce que tu fais, c'est courageux. Tu donnes une voix à ceux qui n'en ont pas. » Ces mots m'ont touché au cœur. En rentrant à Roubaix, dans le tram qui sentait l'humidité et le métal, j'ai réalisé que j'avais franchi une étape. Ma voix portait. Mais le vrai tournant est arrivé quelques jours plus tard. Claire, l'avocate, m'a appelé. Elle avait enquêté sur l'entreprise de logistique où Thierry m'avait reçu. « Amine, on a trouvé quelque chose. Ils ont un historique de plainte pour discrimination. Avec ton témoignage et ta vidéo, on peut monter un dossier solide. » Elle m'a expliqué qu'on pouvait saisir la HALD, l'autorité contre les discriminations, et demander une enquête. Mon cœur battait à 100 à l'heure. C'était ma chance de prouver que Thierry m'avait rejeté à cause de mon nom. Mais c'était aussi terrifiant. Et si ça ne marchait pas? Et si ça empirait tout? Le soir même, j'ai fait une autre vidéo. Cette fois, je parlais de ce qui m'attendait. La plainte, l'espoir de justice, mais aussi la peur. J'ai filmé dans mon studio, avec le même drap blanc derrière moi, le bruit des voisins qui riaient à côté. J'ai dit « Si vous vivez la même chose, ne vous taisez pas. On est plus forts ensemble. » Quand j'ai publié la vidéo, elle a explosé.
des milliers de vues en quelques heures, des commentaires de partout. France, Maroc, Algérie, Sénégal. Des gens partageaient leurs histoires, leurs colères, leurs espoirs. J'ai passé la nuit à lire, à répondre, les larmes aux yeux. Je n'étais plus seul. Mais à Roubaix, les tensions montaient. Paul a collé une nouvelle affiche dans l'immeuble, avec mon nom cette fois, « Amine, arrête de salir notre réputation ». J'ai arraché l'affiche, tremblant de rage. C'était le moment. J'allais me battre, pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui m'écrivaient, qui vivaient les mêmes galères. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit « Amine, c'est maintenant ». Dehors, les lumières de Roubaix brillaient, et pour la première fois, je sentais que je pouvais renverser la situation. L'affiche de Paul, avec mon nom écrit dessus, a été la goutte de trop. Je l'ai arrachée, mais elle restait gravée dans ma tête. Chaque mot, chaque regard, chaque porte fermée depuis mon arrivée à Roubaix me poussait à agir. L'odeur de la peinture fraîche des murs du centre associatif, où je passais presque toutes mes journées, me rappelait que j'avais trouvé un endroit où on m'écoutait. Mais maintenant, c'était à moi de faire entendre ma voix. Pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui m'envoyaient des messages, qui partagèrent leurs blessures sous mes vidéos. J'étais prêt à renverser la situation. Avec Claire, l'avocate, on a finalisé le dossier pour la HALDE. On a rassemblé tout ce qu'on pouvait. Mon CV, les emails de refus, ma vidéo, l'article de Julien, et même des captures d'écran des commentaires en ligne qui montraient à quel point mon histoire résonnait. Claire était confiante. « Amine, ton cas est solide. On va montrer qu'il n'avait pas le droit de te rejeter à cause de ton nom. » Envoyer ce dossier, c'était comme lâcher un poids que je portais depuis mon arrivée en France. Mais en attendant une réponse, je devais continuer à vivre. Ma deuxième vidéo avait fait un carton. Elle était à 100 000 vues et les messages continuaient d'affluer. Certains soirs, je restais jusqu'à minuit dans mon studio avec le bruit des gouttes d'eau du robinet qui fuyaient, à répondre à des gens du monde entier. Un Sénégalais de Lyon m'a écrit « Merci Amine, tu m'as donné envie de parler ». Une femme algérienne de Marseille m'a dit « J'ai pleuré en te regardant, c'est ma vie ». Ces mots me portaient, mais la peur était toujours là. Dubois n'avait pas réagi à ma lettre, mais Paul continuait ses piques. Un matin, il m'a croisé dans la cour et m'a dit « T'es fier de toi, hein? Attends que Dubois te vire. » J'ai juste souri. J'étais fatigué de me taire. Puis, un jour, tout a basculé. Claire m'a appelé, sa voix tremblait d'excitation. « Amine, la HALDE a ouvert une enquête sur l'entreprise de Thierry. Ils veulent te rencontrer. » J'ai cru que mon cœur allait exploser. Le rendez-vous était à Lille, dans un bureau qui sentait le papier et le désinfectant. J'ai mis ma meilleure chemise, celle de ma sœur, et j'ai pris le tram, le cœur battant au rythme des rails. Là-bas, une femme de la HALDE m'a écouté raconter mon entretien avec Thierry, ses remarques, son regard. Elle a pris des notes et à la fin, elle m'a dit « Votre témoignage est important. On va enquêter et on vous tiendra au courant. » En sortant, l'air frais de Lille me semblait plus léger, comme si je pouvais enfin respirer. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre officielle. L'entreprise de Thierry avait été reconnue coupable de discrimination. Il devait me verser une indemnisation et publier une excuse publique. Quand j'ai lu ça, j'étais dans mon studio, avec le bruit des voisins qui fêtèrent quelque chose. J'ai pleuré. Pas juste pour l'argent, mais parce que, pour la première fois, on m'avait donné raison. J'ai appelé ma mère à Casablanca. « Maman, j'ai gagné. » Elle a ri, elle a pleuré. Elle m'a dit « Je savais que tu y arriverais, Amine. » J'ai fait une troisième vidéo pour raconter la victoire. J'ai filmé dans le même coin de mon studio, avec le drap blanc et la lampe de bureau. J'ai parlé de la HALDE, de l'enquête, du soulagement. Ce n'est pas juste pour moi, j'ai dit à la caméra. C'est pour nous tous, ceux qu'on rejette à cause d'un nom, d'un accent, d'une origine. On peut se battre et on peut gagner. Cette vidéo a explosé, partagée par des milliers de personnes. Même Julien, le journaliste, l'a relayée sur son site. J'ai commencé à recevoir des messages d'associations, d'autres médias, même d'une école qui voulait que je vienne parler aux jeunes. Dubois n'a plus rien dit.
Paul a arrêté ses affiches. J'ai utilisé une partie de l'indemnisation pour acheter une meilleure caméra et un micro. J'avais trouvé ma voie, raconter des histoires, les miennes, celles des autres. Roubaix, avec ses rues pavées et ses marchés bruyants, n'était plus juste une ville où je survivais. C'était ma maison, là où j'avais transformé une humiliation en victoire. Après la victoire avec la Halde, je me suis senti comme un homme nouveau. Les rues de Roubaix, avec leurs pavés usés et l'odeur des kebabs qui flottaient près de la gare, n'étaient plus juste un décor de galère. Elles étaient devenues le théâtre de ma revanche. Pas une vengeance méchante, mais une revanche morale, celle où je prouvais que je valais quelque chose. Chaque matin, en buvant mon thé à la menthe, je regardais par la fenêtre de mon studio et je me disais « Amine, t'as fait un pas de géant ». Mais ce n'était pas la fin. C'était un début. Avec l'indemnisation, j'ai pu respirer un peu. J'ai payé mes factures en retard, réparé le robinet qui fuyait et même acheté une chaise décente pour remplacer celle qui grinçait. Mais surtout, j'ai investi dans mon projet. Ma nouvelle caméra et mon micro donnaient un son et une image claire et je me suis remis à filmer. Cette fois, ce n'était plus juste mon histoire. J'ai commencé à inviter d'autres personnes du centre associatif à parler. Moussa, qui avait été viré de son chantier, a raconté son parcours devant ma caméra. Fatou, la femme qui subissait les plaintes de sa voisine, a partagé son courage. Chaque vidéo était comme un cri collectif, un moyen de dire « on est là et on ne se taira pas ». Mes vidéos ont continué à grimper. La troisième, celle où j'annonçais la victoire contre l'entreprise de Thierry, a atteint 200 000 vues. Les commentaires étaient remplis d'histoires similaires, de gens qui disaient « Moi aussi, on m'a refusé un boulot à cause de mon nom ». J'ai été humilié dans le métro à Paris. J'ai passé des heures à répondre, à encourager. J'ai même créé un compte Instagram pour partager des extraits et discuter avec ceux qui m'écrivaient. Aïcha m'a surnommé « la voix de Roubaix ». Et même si je riais en l'entendant, ça me touchait. Un jour, une école de Roubaix m'a contacté. Ils voulèrent que je vienne parler aux élèves, des jeunes de 15 à 18 ans, beaucoup issus de l'immigration. J'ai accepté, même si j'avais le trac. Le jour J, je suis entré dans une salle qui sentait la craie et les baskets mouillées. Les élèves me regardaient, certains curieux, d'autres méfiants. J'ai raconté mon histoire, les refus, les regards, mais aussi la victoire. À la fin, un garçon, peut-être 16 ans, a levé la main. « Amine, comment t'as fait pour ne pas abandonner ?» J'ai souri. J'avais envie d'abandonner tous les jours, mais chaque fois je pensais à ceux qui viendraient après moi. Si je me taisais, qui parlerait pour nous? Après, plusieurs gamins sont venus me voir, me raconter leurs propres galères. J'ai senti que je faisais une différence. Dubois, le proprio, n'a plus jamais reparlé de mes vidéos. Paul, le voisin, a déménagé quelques mois plus tard. Je ne sais pas si c'était à cause de moi, mais je m'en fichais. J'avais gagné ma place. L'entreprise de Thierry, après l'enquête de la Halde, a dû mettre en place des formations contre la discrimination. Ce n'était pas parfait, mais c'était un pas. Et moi, j'avais trouvé ma voie. J'ai commencé à travailler à mi-temps au centre associatif, aidant d'autres immigrés à rédiger des CV et à connaître leurs droits. Le reste du temps, je faisais des vidéos, pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui se reconnaissaient dans mes mots. Aujourd'hui, quand je marche dans Roubaix, je ne baisse plus les yeux. Les odeurs du marché, le bruit des trams, les rires des gamins, tout ça fait partie de ma vie. J'ai transformé une humiliation en quelque chose de plus grand, une voix, une communauté. Je ne suis plus juste Amine, le gars qui cherchait un boulot. Je suis Amine, celui qui a osé parler. Si vous avez vécu des injustices, si un nom, un accent ou une origine vous a bloqué, racontez votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte. Abonnez-vous, partagez et ensemble, montrons qu'on peut renverser la situation. Dites-moi, quelle porte on vous a fermée et comment vous l'avez ouverte?